On sait depuis seulement 2005 qui est l'inspiration derrière la Joconde, cette mystérieuse toile que nous a laissée Léonard de Vinci. En fait, avant 2005, on était dans des suppositions sur l'identité du modèle ayant servi pour le portrait. Mais ça a changé grâce à un chercheur dans une bibliothèque en Allemagne qui est tombé sur une copie annotée d'un livre ayant appartenu à un ami de Léonard de Vinci. Sur l'annotation dans le livre daté de 1503, on peut y lire que Léonard de Vinci peignait à ce moment-là le portrait d'une femme qui porte le nom suivant, Lisa del Giocondo. On appelait aussi cette femme Mona Lisa. Baptisée Lisa Gherardini à la naissance, cette femme va prendre le nom de son mari après leur union. Cet homme-là s'appelait Francesco del Giocondo. Giocondo, Joconde. Si tu vois toujours pas de lien, je pense que tu le fais exprès. Bref, l'entretien d'aujourd'hui est, on l'aura deviné, avec Mona Lisa. Salut, je m'appelle Félix Lefebvre et j'ai une machine à voyager dans le temps. Puisque j'aime discuter et j'aime l'histoire, la machine à voyager dans le temps me permet de faire la conversation avec des gens morts depuis longtemps, d'enregistrer nos conversations et d'en faire un balado. Bonne écoute! Bonjour, je sais pas trop comment vous appeler au fil du temps, vous avez tellement eu de noms. Vous pouvez m'appeler Lisa. Je suis ravie de m'entretenir avec vous. Et moi donc, j'ai regardé votre portrait tellement souvent, à un point où ça me fait tout drôle d'être devant vous présentement. En fait, c'est peut-être parce que je vous connais pas en fait. Parlez-moi de vous. Nous sommes dans les années 1530 en Italie. C'est ici que vous avez grandi. Comment était votre famille? Je suis née à Florence. C'est l'une des villes les plus riches d'Europe. Mais il y a également une grande disparité de richesse. Je viens d'une famille d'aristocrates qui a perdu de l'influence au fil des générations. Ma famille vivait de revenus agricoles. Nous étions à l'aise financièrement, mais je peux pas dire que nous étions riches. Mon père s'occupait de plusieurs fermes. 5 ou 6, je crois. Ces fermes produisaient de l'huile d'olive, du vin ou du blé. Je me suis mariée à l'âge de 15 ans avec un homme qui en était à son 2e mariage. Cette union a considérablement augmenté mon niveau de vie, car Francesco, mon mari, était bien mieux nanti que ma famille. C'est un marchand d'étoffes qui a gravi les échelons de la société rapidement, et ça a continué après notre union. Ouais, ça paye vendre des tissus? Je dois l'admettre. À 15 ans, je me suis donc mariée et je suis également devenue la belle-mère de Bartolomeo, le fils de Francesco. Au fil du temps, mon mari et moi allons avoir 5 enfants ensemble, mais 4 d'entre eux vont mourir. Francesco voulait me faire un cadeau en m'offrant mon portrait. Mon mari a fait une demande à Léonard de Vinci. Celui-ci était dans la cinquantaine. Il a fallu plusieurs années à Léonard pour peindre mon portrait. Plusieurs années? Léonard a toujours travaillé lentement. Il cherchait la perfection. Ouais, pis mettons que la perfection, Léonard de Vinci la trouvait souvent. Avant de commencer mon portrait, Léonard a fait un tableau préparatoire. Bref, Léonard a fait un brouillon, mais un très beau brouillon. Dans les années 2020, l'esquisse de la Joconde se trouve au musée de Prado, en Espagne. Je conseille aux gens qui nous écoutent de googler ça. Quelque temps après la commande passée par mon mari, François Ier, le roi de France, a proposé à Léonard de devenir son mécène. Vous comprendrez que c'est une occasion que l'on ne refuse pas. Je crois que c'est l'heure de la minute définition. Un mécène, c'est quoi? C'est une personne riche et généreuse qui commandite un travail artistique. C'est généralement pour le théâtre, la musique, mais aussi pour les œuvres visuelles. C'est le cas de François Ier, qui est l'un des mécènes les plus importants de la Renaissance. D'ailleurs, votre mari a été le mécène de certains artistes. Oui, mais jamais des gens aussi connus et désirés que Léonard de Vinci. Le roi l'a convaincu en lui disant qu'il habiterait dans le château d'Ambroise, qu'il n'aurait pas de délai pour la remise de ses œuvres. C'est ce qu'il fallait à un homme qui aimait prendre son temps. Léonard a donc traversé les Alpes avec mon portrait à dos de mulet. Incroyable! Léonard de Vinci qui traverse les Alpes à dos de mulet avec la Joconde sous le bras, j'aime bien l'image. C'est sur votre portrait que Léonard de Vinci pratique la technique du sfumato, qui donne un effet de fumée à la toile. Il fait aussi un voile transparent sur votre tête. Malheureusement, ce voile-là, à cause des effets du temps, est de plus en plus difficile à voir. Aussi, on peut pas parler de la Joconde sans parler du sourire si mystérieux que Léonard de Vinci vous a donné. Et que dire du regard que vous avez? On a l'impression que vous nous suivez du regard. C'est assez impressionnant. C'est la preuve que Léonard de Vinci n'est pas un créateur ordinaire. Plusieurs artistes se seraient contentés de peindre le portrait demandé. Léonard voulait faire le portrait, mais en utilisant des techniques différentes pour amener l'art plus loin. Je suis tout de même surpris que la Joconde soit si petite.
La Joconde, c'est une peinture faite sur bois avec de la peinture à l'huile qui mesure 77 cm de haut pour 53 cm de large. Je la croyais beaucoup plus grande que ça. J'en ai aucune idée. J'ai jamais reçu l'œuvre. Quoi? Comment ça vous avez jamais reçu la Joconde? On ne me l'a pas envoyée. Léonard de Vinci est mort avant que mon portrait soit terminé. Si la Joconde est pas terminée, ça paraît pas. Je sais pas. Je l'ai jamais vu. Quand Léonard est décédé, c'est son assistant qui a hérité des œuvres invendues. Mon mari avait passé une commande à Léonard de Vinci, mais aucun arrangement financier ne les liait. Le roi François Ier a fait une offre à l'assistant de Léonard pour mon portrait. Le genre d'offre qu'on ne peut refuser. C'est donc ce qui explique que la Joconde ait toujours fait partie de la collection royale française avant d'aboutir au musée du Louvre. À mon époque, l'Italie revendique parfois l'œuvre parce que Léonard de Vinci était né près de Florence, une ville italienne. On comprend donc que certains veuillent que la Joconde retourne en Italie. Mais l'œuvre a été légalement achetée par François Ier, le roi de France. Ça ferme donc le débat à savoir à qui appartient le portrait. La place de l'œuvre dans le musée du Louvre est donc tout à fait appropriée. Le musée du Louvre? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un musée français, j'ai oublié que c'est pas de votre époque là. C'est un musée français situé à Paris. C'est littéralement le musée le plus visité du monde. Et la Joconde s'y trouve. D'ailleurs, la toile a sa propre vie après celle que vous lui avez donnée en l'inspirant. Que voulez-vous dire? En 1911, la Joconde a été volée. Quoi? Mais rassurez-vous, là, elle a été retrouvée depuis. Ce qui est arrivé, c'est qu'au matin du 21 août 1911, avant d'ouvrir les portes du musée, on se rend compte que la Joconde n'est plus à sa place. Ça fait un scandale. Déjà à cette époque-là, l'œuvre est populaire. Le fait que le directeur du musée n'ait pas pu protéger l'œuvre le pousse à démissionner. Sauf qu'on cherche toujours où est la Joconde. Elle ne s'est quand même pas volatilisée. On arrive donc à une nouveauté dans les scènes de crime. L'utilisation des empreintes digitales comme élément de preuve. On cherche donc des empreintes pour les recouvrir d'une petite poudre. Ce qu'on veut faire au fond, c'est comparer les empreintes trouvées avec celles de possibles suspects. Et qui sont ces suspects? Il y en a plusieurs, mais le plus connu est sans aucun doute Pablo Picasso. Vous, ça vous dit rien, vous êtes trop vieille, mais ceux et celles qui nous écoutent savent de qui je parle. C'est un peintre extrêmement populaire à cette époque-là et encore à la mienne. Pour inspirer sa créativité, Picasso achète des dizaines d'œuvres provenant d'un peu partout dans le monde. Il en achète même provenant d'Afrique. Ça fait de Picasso un suspect idéal. On s'entend que la Joconde, c'est une bonne source d'inspiration, mettons. Mais on n'a aucune preuve contre Picasso. En 1913, donc 2 ans après le vol, l'œuvre est retrouvée en Italie. Elle se trouve chez un vitrier qui l'a gardée chez lui durant 2 ans. Un vitrier, c'est une personne qui vend, qui coupe et qui pose des vitres. Il faut savoir qu'à mon époque, on pose souvent des vitres sur des œuvres pour les protéger. Eh bien, ce vitrier-là a enlevé la vitre de la Joconde pour ensuite enlever l'œuvre avant de partir avec elle. Après qu'on l'ait retrouvée, elle retourne au musée et c'est là qu'elle devient immensément populaire. J'aurais jamais cru que mon portrait vivrait un jour ses péripéties. Évidemment, on sait quand même pas ce que le futur nous réserve, là. Ça marche pas vraiment, des boules de cristal. Bon, en tout cas, merci pour cet entretien d'aujourd'hui. Merci à vous, Serre Lefebvre. Il y a une moyenne de 20 000 personnes qui regardent la Joconde par jour. Il y a des gens qui entrent dans le musée du Louvre pour la voir et puis, une fois que c'est fait, ils s'en vont. Ça démontre la popularité de l'œuvre. En fait, l'œuvre de la Joconde est plus célèbre que le musée du Louvre. Avec les étapes de sa création et de son vol en 1911, la Joconde en est pas à ses dernières péripéties. Entre autres, je pense à la Seconde Guerre mondiale où, avant l'arrivée des nazis à Paris, le musée du Louvre est vidé de ses œuvres pour les protéger. On envoie ces œuvres-là par train dans des châteaux au sud de la France. La Joconde a donc passé la Seconde Guerre mondiale dans une caisse cachée dans un château. En dispersant le contenu du musée, cela fait en sorte que si les nazis tombent sur quelques œuvres dans un château, ils sont loin de posséder l'ensemble du patrimoine culturel qui se trouvait au Louvre. Il y en a qui auraient payé cher pour voir la face des nazis entrer dans le musée du Louvre vide. Mais ça, c'est une autre histoire.